Donc, au programme de ce petit cours, on va parler de preuves d'algorithme qui consiste à effectivement avoir l'assurance que l'algorithme que l'on est en train de développer, que l'on a imaginé, fournit bien le bon résultat. Donc, l'objectif derrière, c'est d'arriver à éviter les erreurs. Et donc, nous allons voir deux idées fondamentales dans la preuve d'algorithme, la notion d'invariant et la notion de terminaison. Alors évidemment, il y a d'autres choses aussi, il y a les principes, on va reprendre ça sur des exemples, et on va essayer de mixer tout ça de façon à ce que ce soit accessible pour des élèves et qu'on puisse avoir la rigueur nécessaire pour faire de la preuve d'algorithme. Pourquoi est-ce que l'on souhaite faire de la preuve d'algorithme ? Tout simplement parce que nous allons manipuler donc des algorithmes qui vont se transformer en programmes, qui vont s'exécuter sur des machines, et que ces machines travaillant effectivement avec les données, il est possible que le résultat attendu ne soit pas tout à fait celui escompté. Alors la vraie difficulté, c'est l'augmentation considérable de tout ce qui est codé actuellement. Et donc, si vous prenez des exemples classiques, prenez, je sais pas, là j'ai pris Google Chrome ou World of Warcraft, vous avez 6 millions de lignes. Donc derrière, il faut que ce soit correct. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et on pourrait essayer de chercher les bugs, mais chercher les bugs, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc il vaut mieux, au démarrage, avoir une qualité associée à nos programmes, une qualité associée à nos algorithmes qui nous garantit qu'effectivement, il n'y a pas trop d'erreurs. Alors, dans tous les systèmes, vous avez effectivement des erreurs qui peuvent se produire. Les erreurs qui sont des bugs de programmation, des dépassements de capacité sont plutôt faciles à détecter, mais les erreurs de méthode sont dramatiques. Si on se trompe dans l'algorithme en tant que tel, bien ça sera faux ad aeternam, même si vous avez bien codé. Donc il faut vraiment faire très très attention à la partie preuve d'algorithme, que la méthode soit correcte et correcte de A à Z. Donc si on continue sur cette idée, prouver qu'un algorithme est correct, ça veut dire qu'on a réfléchi à ce que devait faire effectivement l'algorithme. Et ça veut dire qu'on a des critères pour établir ce que c'est qu'un algorithme correct. Si vous faites une recette de madeleine, elles peuvent être plus ou moins cuites, on dira quand même que c'est correct si vous pouvez l'envoyer à la vente. Donc la question qui est derrière, c'est comment on va considérer ça, et comment on va, je dirais, décrire l'aspect correction d'un algorithme sur notre algorithme. Donc, pour partir de là, on va partir d'une spécification qui va nous dire les données acceptables que vous mettez en entrée de cet algorithme. Ces données acceptables vont fournir un résultat, donc vous avez une description du résultat attendu, et tout ça c'est exprimé dans un certain langage. Alors ça peut être le langage naturel si vous avez juste une description, mais ça peut être aussi un langage formel. Si vous vous posez la question, voilà, je vais décrire explicitement comment sont mes données, mes entrées, mes sorties, j'ai une propriété logique, et je vais vérifier cette propriété logique. Alors la chose qui est difficile à comprendre, c'est que une preuve ne décrit pas comment fonctionne l'algorithme. Par contre, pour faire la preuve, vous avez besoin de savoir comment fonctionne l'algorithme. Alors, deux propriétés qui sont importantes, qui sont recherchées. La première, c'est l'exécution de l'algorithme fournit-elle en temps fini, quelles que soient les données en entrée, le résultat escompté, un résultat. Donc ça, c'est la notion de terminaison. Cette notion est importante parce que dans bon nombre de programmes que vous verrez avec vos élèves, eh bien, vous avez des boucles infinies qui font que l'algorithme ne termine jamais, donc vous n'avez pas de résultat. Et le deuxième point, c'est donc la correction partielle, c'est-à-dire lorsque l'algorithme s'arrête, le résultat calculé est-il la solution cherchée, quelles que soient les données fournies. Donc c'est les deux aspects très très différents, un qui porte sur la dynamique du programme et l'autre qui porte sur l'état de sortie du programme. Et donc si on prend les deux ensemble, on obtient ce qu'on appelle la terminaison correction partielle qui donne la correction totale. Et là, quelles que soient les données en entrée à l'algorithme, si les données sont conformes à la spécification,
alors la réponse de l'algorithme est correcte. Alors attention, il y a aussi des algorithmes qui sont plus compliqués à prouver, et qui ne sont pas forcément avec une terminaison. Et donc, on va dire que ces algorithmes sont partiellement corrects. Des exemples typiques sont les algorithmes système qui sont faits pour être exécutés indéfiniment, et ne se terminent jamais. Mais c'est pas grave. La question est plus, je dirais, de montrer la correction partielle qui va assurer que l'algorithme va faire son travail. Alors, comment est-ce qu'on va écrire ça formellement? Alors, je fais ici du pseudo-formel, c'est-à-dire que je vais essayer de poser les choses, de ne pas utiliser un langage de spécification, il en existe, mais de ne pas utiliser un langage de spécification, et de juste dire exactement ce qui est attendu au niveau d'un CAPES. Alors, si j'ai un problème P qui est instancié par une donnée D et la réponse est fournie par un résultat R, donc en fait, l'algorithme, c'est ce qui va associer à la donnée D le résultat R. Donc, une spécification, c'est quoi? C'est, étant donné une propriété que va vérifier la donnée, ce qu'on appelle une précondition, je me donne une propriété qui va être l'association entre la donnée en entrée et le résultat obtenu, et ça c'est ce qu'on appelle la post-condition. Et donc si P de D est vrai, alors Q de D et de R doit être vrai. Donc ça c'est la notion de satisfaire une spécification, et donc le programme est dans ce cas-là dit correct par rapport à cette spécification. C'est-à-dire que on peut prouver des bouts de programme, des bouts d'algorithme par rapport à des spécifications. On se réfère en permanence à une spécification. Alors, exemple très simple qui est utilisé dès l'école élémentaire, c'est je veux diviser A par B. Donc j'ai deux entiers, A et B, et j'ai envie d'avoir Q le quotient et R le reste de la division euclidienne de A par B. Donc c'est la division qu'on fait dans les petites classes. Alors, comme je ne suis pas très fort, je vais procéder par soustraction successive. C'est-à-dire que je vais prendre A, je vais lui soustraire B, puis je vais lui soustraire B, puis je vais lui soustraire B, jusqu'à ce que j'arrive à mon résultat. Donc si j'écris ça de façon propre, par exemple, j'ai envie de diviser 7 divisé par 3. Alors, là, je fais 7 moins 3. Là, il reste 4. Puis je fais 4 moins 3. Il reste 1. 1 est plus petit que 3, donc je vais dire que je vais avoir soustrait 2 fois ici. Et je vais avoir un reste qui est égal à 1. Donc l'idée, c'est de faire un programme qui soit le plus simple possible, un algorithme qui soit le plus simple possible, qui réalise cette soustraction. Donc ça permet de raisonner. J'aime bien cet exemple parce que cet exemple n'a pas de difficulté de nature mathématique. C'est juste, je fais des soustractions successives. Alors, continuons dans cet esprit-là. Qu'est-ce que je dois supposer? C'est-à-dire, quelles sont les propriétés que doivent vérifier les deux entiers A et B? Alors, tout de suite, se poser cette question, c'est une bonne introduction parce qu'on se dit, ah oui, il faut quand même que G et B soient non nuls, strictement différents de 0. Parce que sinon, j'ai pas de sens, je ne peux pas diviser par 0. Et puis, je vais me retrouver avec une boucle non plus qui va être infinie, GR qui est toujours plus grand que 0. Donc ça va tourner indéfiniment. Donc là, j'ai un problème. Donc il faut vraiment, pour que mon problème ait du sens, que B soit différent de 0. Mais alors, donc je vais prendre B strictement plus grand que 0. Mais est-ce que je peux prendre B négatif? Alors là aussi, c'est une question qui peut se poser. Est-ce que je prends toujours A positif? Et donc une des premières façons de faire, c'est de se dire, on va simplifier les choses. Je vais prendre une spécification, je vais faire la division euclidienne de nombres entiers positifs, et ça va m'éviter d'avoir un problème quelconque. Alors après, quel est le résultat attendu? Le résultat attendu, c'est d'avoir A qui s'exprime comme le quotient fois B plus le reste, mais en plus, dans la division euclidienne, le reste doit être compris entre 0 et strictement plus petit que B. Donc c'est ça qui me fait la vraie division.
et A et B doivent être inchangés. Donc ça, évidemment, ça aussi, c'est quelque chose auquel je dois faire attention. Si je manipule des données comme A et B, eh bien, je dois faire attention à ce que me fournit le résultat. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer ce type d'algorithme? En fait, l'idée de la démonstration, c'est de faire ça de proche en proche, établir que la post-condition est vraie chaque fois que la précondition est vraie. Donc c'est une idée d'implication à l'intérieur de notre algorithme. Alors, si j'ai juste des affectations qui sont les unes derrière les autres, pas de problème, ça se passe bien, je vais pouvoir vérifier, si A vérifie ça au début, alors A vérifie ça après, etc. Si j'ai une séquence, ça marche, si j'ai des conditions, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est plutôt facile. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une itération? Lorsque j'ai une itération, en fait, j'ai quelque chose qui re-rentre à l'intérieur du bloc. Et dans ce cas-là, mes valeurs de variables vont changer. Donc c'est difficile de dire quelle est la valeur de la variable. Il faut tenir compte de l'itération et du pas d'itération dans lequel vous êtes. Alors, on va appeler un variant, donc une propriété sur les valeurs des variables, qui est, si elle est vraie en début de boucle, elle est vérifiée en fin de boucle, c'est-à-dire au début de l'itération suivante. Donc c'est ça qui va être la notion importante, c'est-à-dire comment une propriété se propage à l'intérieur d'une boucle. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est juste bien comprendre comment fonctionne la boucle et comment les propriétés se propagent à l'intérieur de la boucle. Alors, la méthodologie derrière, c'est choisir un invariant judicieux, c'est-à-dire un invariant qui vous permette de se caler sur la précondition, de se caler sur la post-condition, et à la fin d'avoir la preuve de votre programme. Donc ça, une fois que vous avez cet invariant, il vous faut démontrer que c'est vrai avant d'entrer dans la boucle, démontrer que s'il est vérifié au début d'une itération, quelle qu'elle soit, alors il est vrai en fin d'itération suivante, c'est-à-dire en début d'itération suivante, en fin d'itération, donc en début d'itération suivante. Et puis, lorsque je vais sortir de ma boucle, la condition va être fausse, d'entrer dans ma boucle. Et donc là, je dois vérifier que ça va bien me donner la post-condition attendue, c'est-à-dire prouver que ça va bien marcher. Alors, comment est-ce qu'on choisit un bon invariant? Pour choisir un bon invariant, c'est pas facile. Et il n'y a pas de méthode systématique, et souvent on va choisir l'invariant en fonction de ce qu'on a envie de faire comme code, en fonction de notre algorithme, en fonction des variables, en fonction de ce qu'on a compris de l'algorithme. Une fois que l'on a effectivement un premier invariant, on va utiliser les préconditions pour vérifier que l'invariant est vérifié en début d'itération, et puis on va propager dans le corps de la boucle la propriété, et on va regarder quelles sont les valeurs des variables à la fin de la boucle. Alors, pour des questions de notation, vous voyez qu'une même variable x en début et en fin de boucle peut prendre des valeurs différentes. Donc, par tradition, on utilise le prime pour dire la valeur de la variable en fin d'itération. Et enfin, pour trouver la post-condition, on dit que l'on ne rentre plus dans la boucle while, on répète, et donc la condition n'est pas vérifiée, et le fait que ce ne soit pas vérifié, ajouté à la propriété de l'invariant, va vous donner la sortie, la post-condition de votre bloc, et donc ça va vous donner la correction du programme. Alors, reprenons notre division par soustraction. Hop. Voilà l'exemple. J'ai A et B des entiers positifs, donc je vais prendre des préconditions, et ma post-condition va être A égale BQ plus R, et 0 est plus petit que R, et plus petit que B, A et B inchangés. Mes préconditions, ça va être A positif et B strictement positif, et donc je vais essayer d'itérer à l'intérieur. Alors, quel invariant puis-je considérer? En fait, je vais voir, j'ai la valeur de la variable A, la valeur de la variable B, j'ai deux autres variables, Q et R, et je vais regarder les valeurs de ces variables. Donc, si je reprends le schéma qui est ici, là,
Là, ça veut dire que la valeur de la variable A, hein, donc ça c'est cette partie-là, est égale à la valeur de la variable B fois la valeur de la variable Q plus la valeur de la variable R. Hein, donc il faut bien comprendre qu'en rouge, ce sont les valeurs des variables. Ce ne sont pas les noms des variables. A dans la partie gauche, ici R, Q, A, B, sont des noms de variables. Hein, donc il y a une vraie différence entre les deux, et souvent c'est ça qui est compliqué à comprendre pour les élèves. Et puis je vais me poser la question, maintenant en fin d'itération, quelles sont les valeurs des variables? Alors A et B ne sont pas modifiés par le corps de l'itération. Par contre, R et Q sont modifiés à la fin de l'itération. Donc ce que je dois calculer, c'est B fois la nouvelle valeur de Q plus la nouvelle valeur de R. Donc c'est cette partie ici. Et je dois calculer ceci et montrer que ça correspond bien à ce qu'il me faut. Alors, je remplace Q, la valeur de Q', c'est la valeur de Q plus 1 à cause de ceci qui donne ça. R donne R moins B, c'est donné par cette instruction-là. Et donc, in fine, après un peu d'algèbre, j'obtiens que j'ai B fois Q plus B moins B plus R. J'obtiens finalement B fois Q plus R, c'est-à-dire les valeurs initiales que j'avais en entrée de boucle de A, B, Q, etc. Et cette quantité-là, si mon invariant est vérifié en début de boucle, il est encore vérifié en fin d'itération, donc en fin de bloc. Donc, à la fin de ce bloc-là, ici, j'ai la valeur de la variable B fois la valeur de la variable Q plus la valeur de la variable R est égale à A. C'est un peu long à dire, mais bon. Et donc, in fine, j'obtiens A égale B fois Q plus R. À quel moment je vais avoir ça? Quand je vais sortir de mon itération. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est vérifié? Ici, j'ai R qui est supérieur ou égal à B. Quand je sors de mon itération, qu'est-ce qui se passe? J'ai R qui est strictement plus petit que B. Donc je montre bien que R est plus petit que B. Et A et B sont inchangés. Ah oui, mais il manque un petit truc. Il manque un petit truc qui est, je dois aussi montrer que 0 est toujours inférieur ou égal à R pour que ma propriété soit vérifiée. Et donc, 0 soit inférieur ou égal à R. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais enrichir mon invariant, et je vais dire ici que R est toujours supérieur ou égal à 0. Alors, R est supérieur ou égal à 0. Est-ce que R' est supérieur ou égal à 0? Oui, parce que j'ai R qui est... Quand je suis dans la boucle, j'ai R qui est plus grand que B. R prend la valeur R moins B, donc R' égale R moins B. Et donc, en entrée de boucle, j'ai R plus grand que B, R' égale R moins B. Donc, en sortie du bloc de l'itération, j'ai R' qui est plus grand que 0. Et donc, la deuxième partie de mon inégalité est également vérifiée. Donc, vous voyez que là, j'ai raisonné en deux étapes. J'ai raisonné en une étape de regarder mon invariant général, et puis je me suis rendu compte que je devais aussi vérifier que R était plus grand que 0. Alors, évidemment, c'est ce qui reste à démontrer, hein. A et B sont inchangés, hein, et donc j'ai pour partie, hein, ici, démontré mon algorithme.